cette situation. Alors, première chose, vous êtes interne aux urgences, vous êtes appelé par l'infirmier pour un patient hypotensif. Patient qui a une fréquence cardiaque de 85 sur 35 mm de mercure. Vous allez faire quoi devant ce cas? Alors, vous pouvez m'en parler. Vous l'écran, vous m'entendez tous? Alors, je le cas. Alors, vous allez faire quoi? Oui, il y a des personnes qui ont dit... wait. Il y a des personnes qui ont dit un remplissage. Oui, vous allez faire un remplissage. Autre chose. C'est un patient qui est hypotensif. Est-ce que c'est la première réflexe que tu vas faire remplir? Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux faire? Autre chose qu'on va faire que le remplissage. Tu peux m'expliquer pourquoi il faut relever les jambes? What is happening? Ok, maintenant on est bien. On revient au cas clinique. D'abord, on va mesurer toutes les constantes et voir si le patient est déjà stable sur les autres plans respiratoires neurologiques pour une prise en charge. Oui, c'est ce qu'on appelle l'approche A, B, C, D, E. A, ce sont les voies aériennes. Est-ce que le patient respire bien? Toutes les voies aériennes qui sont libres. B, is breathing. Est-ce que le patient désature la jihaja? Met le patient sous oxygène. Et C, c'est la circulation. Et on est devant un patient qui est hypotensif. Oui, il faut voir les autres constantes. Mais je vais dire qu'au plan respiratoire, elle est bien. Au plan dire saturation et toutes les autres constantes, on va les voir. Mais vous êtes appelé, on peut dire, vous êtes en train de prendre une pause et l'infirmier vous dit qu'il y a un patient hypotensif. Le patient, c'est quoi le premier réflexe que tu vas penser? Il t'a dit, la seule information que tu as chez ce patient, c'est qu'un patient qui est hypotensif avec une pression systolique qui est de 85 mm du marqueur, avec une diastolique qui est de 35 mm. Il y a des personnes qui ont dit remplissage, oui, il faut faire un remplissage. Autre chose que le remplissage. Maintenant, on est devant le stade diagnostic. On veut diagnostiquer. Voilà. Il faut chercher quoi l'examen clinique? On va faire quoi l'examen clinique? Allez, c'est bien. C'est un patient qui est hypotensif. C'est un patient qui il est hypotensif. Il faut qu'on fasse quelque chose. Chercher un saignement. Oui, il faut chercher un saignement. Pourquoi on va chercher un saignement? C'est dans quel cas qu'on cherche un saignement? Chercher les antécédents, oui, mais dans l'urgence, on est devant une hypotension. Il faut bien examiner le patient, traiter le patient et traiter l'hypotension, et puis on va faire l'interrogatoire. Mais si le patient est en situation urgente, on va se contenter de faire un interrogatoire en ordre. Non. Oui, est-ce qu'il y a une déshydratation ou non? Oui. Chercher les signes de choc comme l'hypoperfusion périphérique? Oui.
Oui. L'hypoperfusion périphérique, oui, le patient il est hypotensif, c'est-à-dire il hypoperfuse les autres organes. Mais comment on va chercher? C'est quoi la présentation de l'hypoperfusion des organes? Oui, c'est correct, l'hypoperfusion périphérique. Chercher les plis de déshydratation, oui, oui, oui. Extrémité froide, temps de recoloration supérieur à 3 secondes, oui. Oui, c'est le temps de recoloration plus de 3 secondes, mais les extrémités froides aussi, oui. Mais les extrémités froides, c'est dans certains cas, il y a le choc, mais en général, chercher les marbrures, les extrémités froides, oui, c'est vrai. On continue avec le cas clinique. Ou là, Mazal, vous avez autre idée à ajouter? Oui, tachycardie ou bradycardie, oui. Est-ce qu'il y a un trouble de rythme? Oui. Trouble de rythme, c'est quoi? Tu peux me donner un exemple de trouble de rythme qui va rendre le patient hypotensif, c'est-à-dire un patient qui est en choc. C'est quoi tu peux me donner un exemple d'un trouble de rythme qui peut se compliquer en choc? La bradycardie donne des hypotensions ou de choc, mais fibrillation, oui, mais fibrillation, ça donne des arrêts cardiaques, que des chocs. Par exemple, tachycardie ventriculaire, ça donne des chocs. Mais la fibrillation, c'est carrément l'arrêt cardiaque. Oui, BAV type 3 complet, oui, ça donne des tableaux de choc en général. Mais surtout, s'il y a un rythme d'échappement qui est plus basse, avec des fréquences de 30 et moins de 30, ça donne des chocs. Parce que l'hypotension, on est en train, devant un patient qui fait un choc, c'est l'hypotension. Je pense que je vais passer, on va continuer avec le cas clinique, mais c'était vraiment des bonnes idées. Alors, la première chose, c'est définir l'hypotension. Alors, l'hypotension artérielle, c'est défini par une pression artérielle systolique moins des 90 mm de mercure, ou une pression artérielle moyenne moins des 65 mm de mercure, ou une baisse significative de moins de 30% ou moins de 40 mm de mercure. Alors, en fait, parce qu'en fait, c'est un cas clinique, mais on va parler un petit peu de physiopathe. Et du coup, je vais prendre du temps à vraiment détailler de la petite équation. Alors, l'équation, il y a la pression artérielle moyenne, c'est le débit fois résistance. Et il y a l'équation qui va nous permettre de comprendre tous les types de chocs et savoir diagnostiquer le patient est en train de faire quel type de choc. Alors, maintenant, en fait, la pression artérielle moyenne, c'est un tiers de systolique et un tiers de diastolique, mais en fait, en situation d'urgence, on va justement seulement se contenter de la pression artérielle systolique pour diagnostiquer une hypotension artérielle ou carrément, en fait, le choc. Alors, le débit, est-ce qu'il y a personne peut me dire le débit c'est quoi? Mais en général, je vais, en fait, pour ne pas prendre beaucoup de temps, ouais, le débit, ça, je vais prendre, alors, l'équation. L'équation, c'est la pression artérielle moyenne, c'est un débit qui est généré par le cœur, c'est la pompe cardiaque, fois les résistances systémiques. Le débit, c'est une fréquence cardiaque fois un volume d'éjection systolique fois résistance. Alors, si je suis devant un cas qui est hypotensif, je sais que le problème, soit fait le paramètre, soit fait le paramètre, soit fait le paramètre. Et selon ces trois paramètres, je vais justement diagnostiquer. Et le patient, elle a quoi? Alors, soit j'ai un chute les résistances systémiques, soit j'ai un chute le volume d'éjection, soit j'ai un chute la fréquence ou carrément une fréquence qui est élevée.
Alors, on va de résistance systémique. Oui, c'est fraction. Oui, c'est fraction. C'est la fréquence cardiaque, pardon, fois le volume d'éjection systolique. C'est ça. Alors, on va justement analyser chaque partie de l'équation pour comprendre les types de chocs, pour que donc les types de chocs, ils vont être très faciles à diagnostiquer cliniquement. Alors, les résistances systémiques. Alors, je vais justement effacer ça. Les résistances systémiques, ils sont générés normalement par le tonus musculaire. Ce sont liés ou là, ils sont corrélés par le tonus vasculaire. C'est-à-dire, si j'ai une vasodilatation, voilà, je vais avoir une chute des résistances, n'est-ce pas? Et si je fais une vasoconstriction, je vais avoir des résistances qui sont élevées. Yak. Élevées. Alors, je sais que résistance, c'est corrélé par le tonus vasculaire. Si j'ai une vasodilatation qui est extrême, je vais faire chuter les résistances systémiques. Et si j'ai une vasoconstriction qui est importante, je vais justement augmenter mes résistances systémiques. Yak. Voilà. Alors, si par quel que soit le mécanisme, la personne elle fait chuter les résistances systémiques. Si elle a fait chuter les résistances systémiques, c'est normal, c'est logique, il va faire chuter la pression artérielle moyenne. Voilà. D'abord, dans quel cas de figure on fait chuter notre résistance systémique? C'est-à-dire, c'est quoi les types de chocs où on va avoir une vasodilatation qui est très extrême, que je vais faire chuter mes résistances systémiques. Avant que oui, c'est le choc septique et le choc anaphylactique. Les chocs septiques et les chocs anaphylactiques, ça fait partie des chocs qu'on appelle les chocs distributifs. Et carrément, dans ces types de chocs, le choc distributif. Alors, le choc distributif. Voilà. Choc distributif. C'est un choc où on a une vasoplégie extrême. Vasoplégie extrême. Il y a de la vasoplégie qui va faire chuter les résistances systémiques et du coup va faire chuter la pression artérielle moyenne. Tu as des types de chocs, il y a beaucoup de types, mais en général, ce qui est plus fréquent, c'est l'anaphylactique et le septique. L'anaphylactique, c'est en cas de l'exposition à une allergène spécifique ou la post-médicamenteuse, donc c'est un médicament qui va... C'est médié par l'histamine. C'est beaucoup de mastocytes qui vont sécréter l'histamine, et l'histamine, c'est un vasodilatateur qui est extrême, et le patient va faire une vasoplégie et va tomber dans le choc. L'anaphylactique me fout ou là, j'explique encore. Alors, le choc anaphylactique, c'est tu as une vasoplégie extrême. Par quel mécanisme? C'est beaucoup d'histamine qui est sécrétée et tu vas faire chuter ta pression artérielle moyenne. Le choc septique, aussi, tu vas faire une vasoplégie. Mais tu es dans un état, en fait, tu es septique, il y a un sepsis, il y a beaucoup de médiateurs pro-inflammatoires, il y a l'infection, et ça va faire aussi chuter la pression artérielle moyenne. C'est ça. Par l'inflammation, par l'infection, on va avoir une vasoplégie aussi, et ce qui va faire chuter les résistances systémiques. Le choc septique. Comment je comprends distributif, c'est qu'il n'y a pas une bonne distribution de le sang. C'est-à-dire il y a une vasodilatation qui est très importante, qui n'est pas adéquate, ce qui a fait chuter les résistances, ce qui va faire chuter la pression. C'est-à-dire que c'est une vasodilatation qui n'est pas adaptée à une bonne perfusion dans les organes. C'est-à-dire il n'y a pas une bonne distribution. C'est like that. S'il est bien clair comme ça. Alors le premier choc où il y a baisse des résistances systémiques. Et du coup, le seul choc où on a justement baisse des résistances systémiques, ce sont les chocs septiques.
Et les chocs septiques, il y a le choc anaphylactique et le choc distributif, je vais dire. Donc, le distributif, il y a l'anaphylactique et le septique. Et c'est facile à diagnostiquer les deux chocs en général. On va voir comment on va justement diagnostiquer, mais d'abord, correct le côté physiopathe. Le deuxième type de choc, la même équation, pour comprendre les autres types de chocs. L'équation, c'est هي اللي غادي يفهموا بها tout ce qui se passe. Débit fois résistance systémique, fréquence. ياك choc distributif مفهوم دابا ياك حتى الا ما فهمتيش شي حاجه vous pouvez زعما تقولوا لي في les messages. Alors, un autre type de choc que les cataphots, que vous saviez, باش نتريتيو. D'abord, on a les distributifs, le choc septique et le choc anaphylactique. Autre choc, les cataphots. Oui, le choc hypovolémique. Le choc hypovolémique, je vais te dire واحد اللعيبه اللي نسيتها les chocs anaphylactiques, c'est que quand on a une chute des résistances, il y a toujours une compensation par les deux paramètres les bras. S'il y a une chute des résistances, le cœur a dit يطلع la fréquence, on va dire يطلع la contractilité, باش يطلع le volume d'éjection. Et comme ça. Du coup, chez un patient qui a le type de choc, tu vas trouver qu'il est un petit peu tachycardie. La tachycardie, c'est compensatoire. Si on fait rien, à la tachycardie masse, tu prends la tachycardie et puis il va tomber l'arrêt cardiaque. Du coup, il faut savoir que la tachycardie, c'est la première phase du choc. Il faut vraiment traiter avec l'hypotension et que c'est les premiers signes du choc. Alors, l'hypovolémique. Le choc hypovolémique, le problème, c'est le volume d'éjection systolique les mendis. Les résistances, et la fréquence, il y a le volume d'éjection, normalement, qui j'ai la précharge. La couleur. Alors, j'ai un retour veineux vers le cœur. C'est-à-dire, le cœur d'Yali, j'ai un bon retour veineux vers le cœur, le système veineux, et j'ai un cœur qui va éjecter. Si on va dire qu'il n'y a pas une bonne volémie, par quel que soit le mécanisme, soit un choc, par exemple, patient déshydraté, ils perdent beaucoup d'origine digestive, d'origine rénale, ou là, carrément, patient en choc hémorragique, il saigne quelque part, elle a des hématémèses importantes, ou là, voilà, des métrorragies, ou là, quel que soit le site de saignement, c'est un patient qui va perdre le volume sanguin qu'elle a. Et du coup, le cœur, il va travailler, mais il va quoi éjecter? C'est le volume d'éjection qui va être basse, qui va baisser normalement. Alors, c'est un patient qui va faire élever la fréquence et il va faire élever les résistances pour compenser la pression artérielle moyenne. Mais les mécanismes compensatoires, ils vont justement échouer après. C'est pour cela, c'est un patient qui fait un choc hypovolémique. Tu vas trouver le monitorage une hypotension, mais en fait, une petite tachycardie parce que le cœur va compenser quand même. Un autre type de choc. On traite, on a deux types de chocs, le choc hypovolémique et le choc distributif. D'abord, on traite un autre type de choc. Quel autre type de choc que vous saviez? D'abord, le distributif et l'hypovolémique. Il reste deux types de chocs. Oui, le choc cardiogénique. Alors, on a Alors, le choc cardiogénique, c'est le problème في le cœur. غادي نعاودو نكتبو عاوتاني la pression artérielle moyenne, index نيشان, fréquence cardiaque, fois volume d'éjection systolique, fois résistance systémique. Le problème في le cœur, soit un problème, alors je vais dessiner, le cœur بحال هكا, soit un problème structural, يعني في la structure du cœur, soit le muscle. Patient fait une infarctus du myocarde, le cœur ne va pas travailler, il ne va pas pomper. Soit patient va faire une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique qui est aiguë, et du coup il y a un problème avec le cœur, c'est-à-dire tout ce qui va éjecter le cœur va régurgiter. C'est-à-dire que la régurgitation, elle fait le problème. Soit patient connu qui a une cardiomyopathie hypertrophique, voilà. Autre que ça, c'est structural. Soit c'est électrique.
Et électrique, c'est deux parties. Soit le patient il est bradycarde, ou là, tachycarde, qu'on appelle les arythmies, les autres arythmies. Yeah. La bradycardie, c'est pas la bradycardie sinusale. En fait, vraiment, le type de bradycardie qui fait les chocs, c'est le BAV type 3. C'est BAV complet, type 3, où il y a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Du coup, c'est un patient qui va avoir le rythme d'échappement, le rythme ventriculaire, qui est très bas. C'est la fréquence, c'est la fréquence des ventricules, aux alentours des 30 ou même 20, ou la moins que ça. Ce sont les bradycardies qui sont responsables, qui peut donner un choc cardiogénique. Oui, c'est... Pour les arythmies, c'est la même chose. Et on va expliquer à l'âge une arythmie avec une fréquence qui est assez élevée et va me donner une hypotension. Alors, les arythmies, c'est surtout les arythmies, les tachycardies supraventriculaires, ou là, les tachycardies ventriculaires. Les fibrillations, ça donne des arrêts cardiaques. Bloc sino-auriculaire, non. C'est surtout les BAV. C'est vraiment que... C'est un rythme du ventricule parce que la fréquence des ventricules c'est très basse par rapport le rythme des oreillettes. Du coup, tu as besoin d'une fréquence ou d'un foyer les ventricules qui est très bas et qui va générer une fréquence qui est très basse. C'est ce qui va donner vraiment une fréquence très basse. C'est normalement un choc. Pour les tachycardies, les tachycardies supraventriculaires ou les tachycardies ventriculaires. Pour les fibrillations, ça donne des arrêts cardiaques, parce que c'est vraiment le cœur qui ne travaille pas. Alors, pour les arythmies, on a une fréquence qui est élevée, c'est oui. Mais normalement, si on prend maintenant un cycle cardiaque, avec P1, P2, P1, on va avoir une systole, et on va avoir une diastole. Mais normalement, pour l'arythmie, ce qui se passe, c'est que si on a une fréquence qui est très élevée, la durée de la systole, elle est toujours constante. Quel que soit maintenant le rythme du cœur, ça peut être 200 ou la 300, c'est toujours en fait la même durée de la systole. La diastole, elle va se raccourcir. Et si la diastole se raccourcit, c'est-à-dire que le cœur ne prend pas le temps pour un bon remplissage. Du coup, s'il n'y a pas un bon remplissage, il ne va rien injecter. Et l'équation, c'est vraiment, j'ai une fréquence cardiaque élevée, mais le cœur carrément ne fait rien, parce qu'il n'injecte rien. Et c'est ce qui donne en fait la pression artérielle moyenne qui va baisser. C'est ce qui se passe avec les tachycardies. J'espère qu'on a de la partie des arythmies ou le choc. Alors, si maintenant, si ما فهمتوش شي حاجة, vous pouvez me questionner. Si هادي ديال les tachycardies ou les arythmies ما بيناش نعاود نشرحها. Pour le choc septique, je ne comprends pas vraiment la physiopathe, mais c'est juste que beaucoup d'infections, beaucoup des toxiques qui sont sécrètes, beaucoup de médiateurs inflammatoires, ça donne que la vasoplégie extrême. Mais comment ça, j'ai aucune idée. C'est ça. Je ne comprends pas bien la physiopathe, mais c'est dit que l'infection qui est extrême, ou l'organisme qui ne va pas faire face à l'infection, qui est assez importante. C'est ça. Mais vraiment, la physiopathe, je pense, c'est beaucoup d'inflammation, beaucoup d'infections. Voilà. I guess. Le début, normal, augmenté, et par la suite, va baisser le choc cardiogénique. Le choc cardiogénique, normalement, quel que soit... C'est beau. Si tu as un problème avec la fréquence ou le volume d'éjection, quel que soit le problème avec le cœur, tu as un débit qui est basse. Et du coup, les résistances à des haoutlao. Mais en fait, il y a des mécanismes compensatoires. Mais en fait, il y a des mécanismes compensatoires, ils vont échouer après. Du coup, tu vas avoir l'hypotension après qui va s'installer. Et le flou, c'est quand tu es devant un débit qui est bas, la pression est normale
Et parce que le cœur il est en train de compenser هذيك الوقيته. Et puis il va baisser. Mais ما غاديش تطلع. اوكي دابا جو بونس الشوك كارديوجينيك مفهوم ياك ولا مازال فيه شي حاجه سي مفهوم اون باس ا اوتر تيب دو شوك جيسبر زعما ابتسام واش فهمتي ولا نعاود نقول هاد القضيه ولا صافي مفهومه alors باقي لنا ان تيب دو شوك وحيد اللي بقى شنو هو neurogénique ça fait partie des chocs distributifs je pense que c'est la section de la moelle complète, il n'y a pas un système autonome qui fonctionne, et puis le sympathique, c'est-à-dire avec le tonus vasculaire. Neurogénique, ça fait partie des distributifs. Oui, c'est l'obstructif l'hypocaline. Hémorragique, ça fait partie de l'hypovolémique. Il y a la catégorie de l'hypovolémique, j'ai une volémie qui est basse, soit par la déshydratation, soit par choc hémorragique, c'est-à-dire que je perds le sang, ça fait partie de l'hypovolémique. بقى لنا le choc obstructif. Le choc obstructif. Le choc obstructif, le problème, c'est pas le cœur. Le problème, c'est ailleurs du cœur. Vous pouvez me donner des étiologies d'un choc obstructif qui peut donner un choc obstructif? Oui, embolie pulmonaire massive. Vraiment, la physiopathie de l'embolie parce qu'il y a autre deux diagnostics. Oui, monsieur Osama, Galina Kulchi. C'est l'embolie pulmonaire, tamponade et pneumothorax compressif. Alors, monsieur l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est surtout une embolie pulmonaire massive. Vraiment, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire, surtout. Alors, imaginez qu'il y a un thrombus sur l'artère pulmonaire. On est devant un VD. On dit l'oreillette droite, ventricule droit. Alors, il y a un obstacle devant le VD. Un obstacle qui est assez important. Si on est devant un obstacle qui est important, la pression sur le VD va être élevée, la pression sur l'oreillette droite va être élevée, c'est-à-dire que je n'ai pas un bon retour veineux. Le retour veineux va baisser. En même temps, je n'éjecte pas. Il y a une je m'inquiète avec le routeur vers le poumon et puis l'oreillette. Oreillette gauche et puis le VD. Voilà. Du coup, je ne vais rien éjecter. Voilà. Je n'ai pas un bon retour veineux parce que y a la précharge et le cœur éjecte quoi? Éjecte avec ce qui gère le système veineux. Si je n'ai pas le système veineux, du coup, je vais continuer la boucle et du coup, je vais continuer le flot G et du coup, le VG. Le VG ne va rien éjecter. Et le problème, ce n'est pas le cœur, mais c'est problème, une obstruction, c'est un obstacle qui bratte le cœur. Dans le cas, ce n'est pas bratte le cœur, mais en général, le problème, ce n'est pas le cœur. C'est une obstruction. C'est un choc obstructif qui va obstruer. S'il y a une obstruction pour le VD, la boucle du coup, il n'y a pas un bon remplissage de l'OG, et puis le VG, puis on ne va pas éjecter vers l'aorte. Et du coup, les organes vont être hypoperfusés. Et ça, c'est une urgence qui est vraiment extrême. Que le traitement, ce n'est pas un remplissage, et c'est rien, c'est lever l'obstruction. C'est lever l'obstruction et diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Et le traitement fibrinolytique, c'est surtout la chirurgie, parce que quand on a un thrombus qui est assez massif, qui obstrue l'artère pulmonaire. Est-ce que l'embolie pulmonaire, elle est bien comprise? Comment il va justement donner le choc obstructif? S'il n'est pas compris, est-ce que l'embolie pulmonaire, elle est claire? مفهومة ولا ما مفهوماش؟ Ok, on passe la deuxième partie. L'effet le pneumothorax. Le pneumothorax, c'est aussi ta voix facile.
comment il va justement donner le choc. C'est aussi une des fréquences. Alors, si on a un pneumothorax qui est assez compressif, ça va comprimer le ventricule droit et l'oreillette droite. Et il n'y a pas une précharge. Et du coup, ça va toucher aussi le ventricule gauche. Il n'y a pas une volume, on n'a pas une précharge. Du coup, on ne va rien éjecter. Et c'est le volume systolique ou le volume d'éjection systolique qui va baisser. Le pneumothorax compressif. Et ça va comprimer le cœur droit. Oui, بقات la tamponnade. Tamponnade, c'est facile. S'il y a un épanchement qui est assez important, ça va comprimer toutes les chambres. Du coup, il n'y a pas un bon remplissage. Si le cœur ne fait pas de la phase de remplissage via diastole, il ne va rien éjecter, il va faire baisser le volume d'éjection systolique. Alors, l'embolie pulmonaire, il faut lever l'obstruction, il y a l'embole. La tamponnade, il faut drainer, voilà, avec l'épanchement. Et le pneumothorax, il faut aussi drainer avec l'épanchement au gazon. Alors, le cas clinique, c'est un patient qui est hypotensif, qui vient pour avoir de la fréquence. Déjà, on a la définition de l'hypotension, afin que le patient il est en train de faire le choc. Voilà. En fait, la pression artérielle moyenne, c'est 51 mm du mercure, c'est inférieur de 65 mm du mercure. La pression artérielle systolique, déjà diagnostique, c'est 85 mm du mercure, elle est inférieure à 90 mm du mercure. Alors, la première chose chez tout patient qu'on suspecte, le monitorage, il est en train de faire un choc, c'est savoir les signes d'hypoperfusion d'organes. Il y a la défaillance d'organes. Et c'est voir les trois, je me rappelle le mot bus ou basse, brain, urine output and skin. On va voir en fait le cerveau. Et du coup, on va voir les troubles de conscience. Est-ce que le patient il est confus? C'est quoi le score de Glasgow dialogue ou elle est alerte ou là. Deuxième chose, on va voir est-ce que le patient il est oligo-anévrique. On va voir si les médecins patients sont on va voir la durée de le patient. Sinon, on va justement questionner si le patient n'est pas confus. Est-ce qu'elle a un oligo-anévrique? C'est-à-dire, si on a une hypoperfusion périphérique, le premier organe qui va être touché, c'est le cerveau. Et le deuxième, ce sont les reins. Parce que le rein, s'il est hypoperfusé, il va arrêter de filtrer avec activation du système RAA ou beaucoup de réabsorption hydrosodée. Alors, c'est un patient qui va être oligo-anévrique. Et troisième chose, c'est le temps de recoloration. Temps de recoloration qui est moins de 3 secondes. Et elle est en train de faire le choc, mais autrement, je réévalue. Je vois le patient, il y a une bonne proportion là. Et c'est clair. Signe de faïence, première chose, chercher qui est hospitalisé pour les urgences, en train de faire l'hypotension. Mais on ne sait pas les antécédents ou il est hospitalisé pour quel motif. Alors, c'est un patient qui a une cardiomyopathie ischémique, une aisance cardiaque avec fraction d'éjection de patient qui est hospitalisé pour le motif. Insuffisance rénale aiguë, il est connu. Qui a fait une infarctus du myocarde, qui a une cardiomyopathie ischémique avec une aisance cardiaque, avec cette fraction d'éjection. L'examen clinique patient bien orienté, il est fébrile à 38,6, la pression artérielle 85 sur 35 mm de mercure, pas tachycarde, mais en fait fréquence cardiaque à 103, fréquence respiratoire 18, et la saturation c'est 95%, sous 2 litres d'oxygène. La paraclinique, il était fait. C'est un patient qui a une hyperleucocytose à 18 000, c'est un PNN. Et la créatinine déjà élevée parce que le patient est déjà hospitalisé pour les aisance rénale aiguë. Alors, grosso modo, c'est un patient qui fait de l'hypotension et c'est un patient qui est fébrile. Vous êtes orienté encore quoi vous êtes orienté vers quel type de choc? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous pouvez maintenant à ce stade de dire quel type de choc ou là vous avez besoin d'autres paramètres cliniques à chercher?
Oui, sur quel argument vous avez dit que c'est septique? Oui, l'hyperleucocytose à 18 000, oui. Autre chose, syndrome infectieux, oui, c'est un patient fébrile, oui. C'est un patient qui est fébrile, on va s'orienter vers un choc qui est septique. Mais les antécédents, c'est un patient qui a une cardiomyopathie ischémique. Il est connu qui a une insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire justement un choc cardiogénique? Oui, c'est une infection, fièvre hyperleucocytose, oui. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est septique. On va continuer. Alors, justement, on a tout ce qui est tous les types de chocs, mais je vais justement expliquer une petite chose. Les deux types de chocs que je parlais, le cardiogénique et l'obstructif, il n'y a pas un bon retour veineux, parce que le cardiogénique, le corps ne travaille pas, ou là, l'obstructif, il y a une obstruction devant le cœur, le corps ne va pas recevoir le volume déjà le système veineux. Du coup, on a une hyperpression du système veineux, n'est-ce pas ou là? C'est une étape qui est très importante de comprendre et qui est dans la clinique. Le choc cardiogénique et le choc obstructif, on n'a pas un bon retour veineux. Et tout ce qui est système veineux ne peut pas justement continuer avec la boucle, il chiffre le cœur et il est éjectable par l'aorte. C'est-à-dire qu'il y a une congestion du système veineux. Et dès que si on continue, on va justement chercher un paramètre qui est assez simple. L'examen clinique, c'est la veine jugulaire externe. Si on trouve une veine jugulaire gonflée, l'examen clinique, c'est-à-dire qu'il y a une congestion du système veineux. C'est-à-dire que tout ce qui est du système veineux, il ne peut pas passer le cœur pour qu'elle soit éjectée. Et ainsi, quand je vous les deux types de chocs, le cardiogénique et l'obstructif. Et au niveau de l'examen clinique, c'est très important de chercher est-ce que le patient qui a une turgescence de veine jugulaire. S'il a une turgescence de veine jugulaire, c'est une veine jugulaire externe qui est superficielle, c'est facile de la voir. S'il y a une turgescence, c'est-à-dire que tu vas être orienté vers ces deux types de chocs, le cardiogénique et l'obstructif. L'hypovolémique, c'est impossible parce que c'est le problème de la volémie. C'est une veine jugulaire qui va trop plate parce qu'on n'a pas de volume. Distributif parce qu'il y a une vasoplégie extrême. Et du coup, tous les systèmes vasculaires, il est dilaté. Du coup, on a une veine jugulaire qui est plate. Est-ce que la première étape, elle est déjà... La première étape, c'est chercher la veine jugulaire. Est-ce qu'il y a une urgence de la veine jugulaire ou pas? Parce qu'il va au moins orienter là, est-ce que c'est cardiogénique obstructif ou la hypovolémique distributive. Si la première étape n'est pas à ma fourmage, vous pouvez me dire d'expliquer. C'est très important. Ok. Alors, غادي نحاولوا نرجعوا لهذا le schéma. Il faut savoir que on a une pression artérielle et on a une pression veineuse. Le patient hypotensif, on voit tout ce qui est artériel. Mais il faut savoir qu'on a une pression aussi veineuse. Si j'ai un cœur qui ne travaille pas, le patient le VG ne fonctionne pas. C'est un cœur, c'est un VG qui ne va pas, ne peut pas éjecter. Et du coup, si un VG ne peut pas éjecter, il ne va rien recevoir. Il ne peut pas recevoir de la volémie parce que de base ne peut pas éjecter. Parce que c'est tout un myocarde qui est nécrosé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui reste du système veineux, et tout le sang, ça reste du système veineux. C'est-à-dire qu'il y a une congestion. C'est pour cela que les patients qui connaissent insuffisance cardiaque, une turgescence de veine jugulaire, un les odèmes ou parce qu'il y a une congestion du système veineux, ou avec le système veineux, il va passer par tout ce qui est extravasculaire. Mais en général, tout ce qui est le système veineux ne peut pas passer, il ne peut pas faire continuer le chemin vers le VG ou l'aorte, parce que du coup, le cœur ne خدامش. C'est like les stocks le système veineux. Il y a une congestion du système veineux.
ou le système artériel est hypotensif. Parce que le petit organe des c'est ça en fait, comment, pour comprendre la pression veineuse. C'est-à-dire il y a une hyperpression du système veineux, il y a une congestion du système veineux. Les radios cliniquement traduit par la veine jugulaire. Et on a une hypotension sur le système artériel. Et c'est ce qui se passe aussi sur le choc obstructif. C'est la même chose. Soit un cœur qui ne peut pas pomper, ou là, il a une obstruction qui ne pomper. Du coup, il ne va rien recevoir du système artériel. C'est ça le message que je veux dire. Le système veineux, je veux dire. C'est-à-dire, c'est un cœur qui ne peut rien recevoir du système veineux parce que de base, soit elle est dysfonctionnelle, ou là, il y a une obstruction, ou là, un obstacle qui fait éjecter ou assurer un bon débit. Et tout ce qui est le système veineux radié et c'est la congestion, ou la congestion qui est échauffée par la veine. Que j'ai bien expliqué ou la masse. Parce que vraiment, à de l'action, je sens de pagicule, il y a la bien orientée vers deux types de chocs. Et si je trouve une végiculaire qui est gonflée, je ne veux pas dire que c'est hypovolémique ou la distributive. Je veux dire soit cardiogénique, soit obstructif. Est-ce que l'idée, elle est bien expliquée ou l'on a expliquer? Il y a la congestion veineuse. Voilà. Et si je peux dire une insuffisance cardiaque congestive, c'est-à-dire qu'il y a une congestion du système, est bien élucidé ou là? Parce que comme le cas clinique. Oui, ok. Ok, c'est clair. Et on a fait que la première étape sur j'ai pu un petit remarque, c'est que la situation n'est pas en décubitus, la position à 85 degrés. Baisse de la turgénique. Là, déjà première orientée chercher la jugulaire. Deuxième étape, c'est la pression. C'est l'idée sur la pression pulsée. La physiologique. Alors, maintenant, la pression, c'est la contre la systolique et la diastolique. On va dire, ok, نكملوا. Alors, وصلنا fait il y a la pression pulsée. Et on a dit que la pression pulsée, c'est la différence de la systolique et de la diastolique. Et on va dire que vraiment la pression pulsée va nous orienter vers le type de choc, et surtout le choc distributif. Alors, le choc distributif, voilà, on a dit c'est problème de les résistances. Une chute de résistance qui est très importante. On a dit que la pression systolique, il y a la pression à chaque systole et elle est corrélée avec le débit. Si j'ai un bon débit, je vais avoir une pression systolique liée. Et la pression diastolique, il y a la pression la diastole. Et normalement, elle va me renseigner sur les résistances systémiques. Si j'ai des résistances systémiques qui sont basses, je vais avoir une pression diastolique qui est basse. Systolique, si j'ai en fait le débit qui est le problème, je vais avoir une systolique qui est basse. Du coup, ce qui se passe maintenant, le choc distributif, est-ce qu'il va rendre une pression pulsée qui est assez large? Il y a une différence entre la systolique et la diastolique. On dit toujours que la pression artérielle optimale, c'est 120 sur 80. Le patient Diana, elle avait une pression diastolique de 35. Elle est vraiment une pression diastolique qui est très basse. Et vraiment, ça nous oriente vers le distributif. Et on est déjà orienté.
Ok, maintenant c'est réglé. Yak, حبسنا في la pression pulsée yak. باش حبسنا. Ok, غادي نعاود نشرح هاد la pression pulsée باش نكملو في le cas clinique. Alors, j'ai dit que la pression pulsée, c'est la différence entre la pression systolique et la diastolique. C'est la pression systolique moins la diastolique. Donc, la pression pulsée, c'est un paramètre très important qui va nous orienter vers un type de choc, ou le choc distributif. Et si il y a une pression pulsée qui est assez large, c'est à 100% distributif, même que j'y connais pas. Alors, la pression systolique, c'est la pression à chaque systole. À chaque fois que le corps pompe l'aorte, elle dit que la pression est qu'est-ce qu'on fait l'aorte, c'est la pression systolique. Et la pression, c'est corrélé avec le débit. Si j'ai un bon débit, on dit bonne pression systolique. Si j'ai un bas débit, je vais avoir une pression systolique qui est basse. La diastolique, il y a que la pression qui est dans le vaisseau, faut dire que le corps qui n'éjecte pas, il y a la diastole, en train de le remplissage. Et il y a la diastolique qui va me renseigner sur les résistances les vaisseaux. Et les vaisseaux, qui la systole, et c'est la résistance qui est les vaisseaux. Du coup, si j'ai une résistance qui est très importante, je vais avoir une diastolique qui est importante, qui est pas là. Si j'ai une résistance les vaisseaux qui est basse, et j'ai un patient vasoplégique, vasodilatation qui est très importante, ce qui est le cas les chocs distributifs, je vais avoir une pression diastolique qui est très basse. Et si j'ai une pression artérielle très basse, la pression, je veux dire diastolique qui est très basse, elle va chuter, et du coup, ça va faire en fait augmenter la pression pulsée, c'est-à-dire la différence entre ma systolique et ma diastolique. Du coup, les chocs distributifs, je vais avoir que la pression pulsée, elle est assez importante, et je vais avoir une pression pulsée qui est assez importante avec une diastolique qui est très basse. Est-ce que Zama de la pression diastolique, Zama de la pression diastolique et la chute d'Elha, mais qu'est-ce qu'on surtout les chocs distributifs. Il faut maïak pour que je passe à autre chose. C'est juste pour le choc distributif. Le choc, autre choc, les hypovolimiques, le choc cardiogénique et le choc obstructif, je sais que le problème, c'est le débit. Alors, quels que soient les types de choc, je sais que le problème, c'est le débit. Et je vais avoir une systolique qui est basse, mais la diastolique, ça va être normal, parce que la résistance, je n'ai pas un problème avec les résistances. Du coup, je vais avoir une pression pulsée qui est pincée. Et la systolique, elle est proche de la diastolique. Et si j'ai une systolique qui est proche de la diastolique, je vais être orienté vers un choc cardiogénique, ou les obstructifs, ou les hypovolimiques. Mais si j'ai une différence, c'est-à-dire la différentielle entre la systolique ou la diastolique est très basse, je vais être orienté vers un seul type de choc, on voit le choc distributif. Et ce qui est la deuxième étape, et la pression pulsée, elle est assez expliquée, elle est bien expliquée. Ou là, mazal ma mfhoumaش. Est-ce que ما كانتش مفهومة نعاود نشرحها. Ok, غادي نحاول نسحل شي pour que je répète. Alors, la pression systolique, c'est la pression durant la systole. Vous imaginez, mettez à l'aorte, c'est-à-dire la pression qui est générée par l'injection du cœur.
C'est la systole. Si j'ai un problème, le débit, soit c'est un choc cardiogénique ou un choc obstructif ou la volymique. On sait que les trois types de chocs, c'est le problème du débit. Je vais avoir une pression systolique qui va baisser. C'est-à-dire mais la diastolique, il ne va pas baisser. Si la pression systolique baisse, il va se rapprocher de la diastolique. On va dire qu'on a une pression pulsée qui est pincée. Et si la pression systolique la diastolique, on va dire qu'on pense aux alentours, c'est 40 mm du marqueur. C'est quoi une pression pulsée pincée? La systolique قريبة من la diastolique. Si la systolique قريبة من la diastolique, c'est-à-dire que le problème c'est le débit, le problème c'est soit faire des trois chocs, soit obstructif, soit cardiogénique, soit hypovolimique. Voilà. Et le problème c'est le débit. Alors, si je suis devant le problème, si je suis le problème des résistances, je vais avoir une pression diastolique qui va chuter. Parce que la pression diastolique, il y a la pression qui gonfle les vaisseaux, les artères normalement, en dehors de la systole. Il y a une systole, c'est la pression. On va dire que la pression peut-être normalement contrôlée par le tonus vasculaire. Normalement, le tonus vasculaire est responsable sur les résistances systémiques. Et si j'ai des résistances talènes, je vais avoir une diastolique. Voilà. Si quand les résistances basses, je vais avoir une résistance qui est basse. Du coup, si j'ai une pression pulsée que je vais calculer, c'est la pression systolique, il y a la diastolique, ou une différence qui est assez importante, c'est-à-dire que la pression diastolique elle a chuté. C'est-à-dire que le patient fait une vasoplégie. Ou dans quel type de choc qu'on fait la vasoplégie? C'est le choc distributif. Est-ce qu'elle est bien élucidée la notion? Il y a la pression pulsée ou la pression pulsée va orienter surtout vers le choc distributif. Dans un choc hypovolimique, la pression diastolique, qu'est-ce qu'on... Non, choc hypovolimique, c'est le problème, c'est le débit. C'est pas les résistances. Les résistances, on va dire, du coup, c'est un patient qui a un problème de l'éjection. Il n'y a pas du volume à éjecter. Du coup, le débit a dit qu'on a. Du coup, la systolique a dit qu'on a. La diastolique m'a dit qu'on a. Mais la systolique a dit qu'on a. Ou a dit qu'on a la diastolique, ou a dit qu'on a une pression pulsée pincée. Est-ce qu'elle est bien expliquée à dire le choc hypovolimique? C'est juste comprendre la physiopathie, mais cliniquement, c'est facile. Cliniquement, on a dit la première étape, c'est chercher la veine jugulaire. Est-ce qu'il y a une urgence de veine jugulaire ou pas? Est-ce qu'il y a un bon retour vers le cœur? Parce que s'il n'y a pas un bon retour veineux vers le cœur, il y a des problèmes avec le cœur, soit cardiogénique, problème, soit obstructif. Mais on ne va pas trouver toute urgence de veine jugulaire, puis hypovolémique ou la distributive. Deuxième partie, c'est la pression pulsée qui va nous orienter vers tout ce qui est distributif. Et l'hypovolémique et distributif, les deux, on n'a pas une veine jugulaire qui est gonflée, il n'y a pas une urgence de veine jugulaire, mais le distributif, il y a une pression diastolique qui est très basse, mais l'hypovolémique, il y a une pression pulsée qui est, on va dire, large. Voilà. Dans la normale. La normale, il y a la pression pulsée. Ça, je n'ai pas trouvé la machine exacte, mais on dit que la pression artérielle optimale, c'est 120 sur 80. Du coup, la différence entre 120 et 80, c'est 40. Et on dit l'optimal, il y a la différence entre la systolique et la diastolique, c'est-à-dire la pression pulsée, il y a 40. Si il y a une pression pulsée plus de 40, et c'est distributif. Il y a une diastolique qui est très basse. Si il y a moins de 40, c'est pincé, et on va être orienté surtout vers tout ce qui est cardiogénique, obstructif, hypovolimique. Les deux notions, c'est assez difficile de différencier entre le cardiogénique et l'obstructif. Tu as besoin de charger du paraclinique, une échographie ou l'histoire du patient, les antécédents. Mais l'hypovolimique, c'est un patient qui va avoir une veine jugulaire plate avec une pression pulsée qui est pincée. Ça fait. Tu vas justement remplir le patient. L'obstructif, c'est un patient qui va avoir une veine jugulaire qui est pulsée, veine jugulaire qui est plate, avec une pression pulsée qui est très large, avec une diastolique qui est très basse. Et c'est ce qui se passe chez ce patient. C'est un patient qui a une pression. C'est un patient qui a une pression artérielle systolique de 85 avec une systolique de 85 avec une diastolique de 35.
La différence entre les deux, c'est 50 mm du marqueur. C'est vraiment une pression pulsée qui est assez large. Et la diastolique, la normale, il y a la diastolique. Et l'optimale, c'est 80 mm du marqueur. Le patient, je suis 35 mm du marqueur. Vraiment, elle est vasoplégique. Et déjà, en fait, un patient, déjà, on est orienté vers un choc septique. Mais les paramètres nous orientent. Surtout, ça va nous aider à mettre un choc septique, choc anaphylactique. C'est un patient qui va avoir un choc distributif avec une diastolique qui est très basse. Et c'est l'intérêt pourquoi on donne les vasopresseurs chez ces personnes. Pourquoi le choc distributif? Ça sert à rien de faire un remplissage si tu ne vas pas donner l'adrénaline ou la noradrénaline. Des vasopresseurs, je dis que la vasoconstriction, je les résistances. Alors, كنا غادي نكملوا في le cas clinique ديالنا. كادي justement chez Martin Bertou, je vois. Alors, la première étape, chercher la veine jugulaire. Deuxième étape, c'est la pression pulsée. C'est facile à calculer. On continue, on revient. Si شي حاجه n'est pas encore زعما مفهوماش نرجعوا ليها. مازال ما حدنا في la pression pulsée. Ouais, نشوفوا le cas. Alors, c'est un patient. L'examen des appareils, vous avez fait un examen rapide des appareils, il n'y a pas une urgence de régulaire, B1, B2 bien perçu, pas de bruit surajouté. L'examen pleuro-pulmonaire, vous avez trouvé des râles crépitants puis un lobe inférieur gauche. L'examen abdominal, c'est normal, une petite échographie faite aux urgences, ça montre une veine cave inférieure moins de 2 cm, voilà, compressible, pas d'épanchement cardiaque décélable. Alors, il y a quelque chose qui est de l'appareil, qui est anormal et qui va justement le confirmer encore. Oui, les râles crépitants, localisés chez un patient fébrile. C'est quoi le diagnostic? Oui, c'est une pneumopathie. C'est un patient, d'abord, on a le foyer infectieux. Voilà. Il y a un foyer infectieux, on suspecte que c'est une pneumonie. Est-ce que le patient a les critères d'un sepsis? D'abord, ça faut le patient. Est-ce qu'il a un sepsis ou pas? C'est quoi les critères d'un sepsis? Si je regarde les critères de sepsis. Bon, déjà, le patient est fébrile. On va penser à l'infection, mais il y a autres critères qu'il faut chercher pour dire qu'il y a un sepsis ou pas. Bon. Va continuer. Un sepsis en général, c'est une dysfonction d'organes engageant le pronostic vital. Il y a une réponse déréglée à une infection suspectée. Alors, il y a deux, on va dire, criteria qu'on cherche. Il y a les CIRS, critères de CIRS, ou les Quick SOFA. En général, les critères de CIRS sont plus spécifiques que les Quick SOFA. En général, pour les critères de CIRS, une température moins de 36 ou la 38, patient qui a une fréquence cardiaque plus de 90, patient qui est polypnéique, ou là qui a une hyperleucocytose, soit on a leucopénie, soit leucopénie de 4000 cellules, ou là plus de 12 000, ou là plus de 10% des cellules immatures. Le Quick SOFA, c'est un patient il faut qu'elle soit polypnéique, 22, et la patient elle est confus avec une pression systolique qui est basse, moins de 200. Mais en général, les critères de CIRS, c'est plus spécifique et on utilise normalement plutôt les critères de CIRS que le Quick SOFA. Et le patient, normalement, il est fébrile, n'est-ce pas? C'est un patient qui a une fréquence cardiaque, tachycarde, c'est-à-dire élevée, moins de 90. Et c'est un patient n'est pas polypnéique, mais c'est un patient qui a une hyperleucocytose. Et en fait, il a 3 critères, mais les deux. Normalement, 3 critères, mais les 4. Mais on a besoin justement de 2 critères. Et c'est un patient qui a un sepsis, qui est fait de sepsis. Deuxième chose, c'est le choc septique. Le choc septique, c'est un sepsis avec un risque accru de mortalité lié à de profondes anomalies métaboliques, cellulaires et circulatoires. En pratique, sont des patients qui ont un sepsis, c'est le cas de notre patient, avec des lactates de 2 millimoles. Alors, lactate, normalement, on les dose dans tous les types de chocs qui va être élevé. C'est une hypoxie cellulaire, c'est-à-dire que la cellule ne reçoit pas d'oxygène parce qu'elle n'est pas bien perfusée. Du coup, il va justement choisir la voie anaérobie. Du coup, les lactates ils vont être élevés. Une hypotension artérielle, c'est-à-dire parce que c'est le choc, malgré un remplissage vasculaire adéquat, nécessitant l'utilisation des vasopresseurs. Et ça, pour comprendre que le choc septique, c'est distributif, et c'est problème des résistances systémiques. Et en fait, ça ne sert à rien de faire le remplissage, il faut que je donne les vasopresseurs. C'est l'adrénaline ou la noradrénaline pour que je fasse une vasoconstriction pour que les résistances. Ça, c'est le choc septique. Et notre patient, en fait, fait le choc septique.
Alors, comment on a diagnostiqué? C'est par justement un petit examen clinique. Elle avait un foyer infectieux avec une veine jugulaire qui était plate. On était en fait, examen, soit est-ce qu'elle est distributive ou là, elle est hypovolémique. C'est un patient qui a une pression pulsée qui est assez importante. Et on a diagnostiqué déjà les fébriles, mais en général, on était orienté vers la catégorie qui est distributive. Alors, notre patient, c'est ça la prise en charge. Oxygénothérapie, normalement, elle était déjà sous oxygène. 2 voies veineuses de large calibre, un bon remplissage, voilà. Mais c'est l'utilisation des catécholamines, c'est ça. Parce que c'est un choc qui est distributif. Le choc anaphylactique, c'est un patient fait un choc anaphylactique, on donne la DRE. C'est un choc septique, on donne la DRE pour justement faire élever les résistances systémiques. Et l'antibiothérapie, c'est normal. Après avoir fait les hémocultures, on va justement commencer une antibiothérapie probabiliste. Patient c'était sous tazobactam, piperacillin plus vancomycine. Et c'est un patient qui était bien amélioré après 2 jours. Alors, la patiente, elle a fait une pneumonie nosocomiale. Voilà. Elle est hospitalisée et puis elle a attrapé le germe. Et puis, qui était compliqué d'un choc septique. C'est ça la fin de notre cas clinique. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore pas bien expliqué? C'est un choc septique à la fin. C'est vraiment à la clinique, c'est chercher les 2 paramètres, c'est la turgescence, c'est la veine jugulaire en général, et la pression pulsée. C'est les 2 pression pulsée, je veux dire. Les 2 paramètres sont largement suffisants pour t'orienter vers un choc septique. On peut faire, voir un type de choc. Les 2 chocs, c'est difficile à si l'obstructif il est cardiogénique et tu as besoin en plus de la paraclinique. Ok, est-ce qu'il y a des questions, quelque chose qui n'est pas encore bien élucidé